Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo, vraisemblablement d'une série dédiée à la clean architecture. À travers cette série, notre fil rouge sera la construction d'un Pokédex. Dans ce dernier, on va y trouver une liste de Pokémon et la fiche des tags de chacun des Pokémon. Cette série de vidéos fait suite à un premier article que j'ai posté sur Medium qui s'intitulait La clean architecture catalyseur de productivité, dans lequel j'identifiais certaines situations de douleur que j'avais pu vivre dans ma vie professionnelle. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous les vivent ou les ont déjà vécues. À travers notre fil rouge, je vais essayer de démontrer comment j'évite du coup ces situations. Sur cette première vidéo, j'axerai sur certaines situations, notamment comment j'arrive à être indépendant de parties tierces quand je développe, comment j'obtiens des feedbacks rapides sur mon travail, et enfin, comment j'arrive à rendre mon code testable, le tout avec des tests unitaires qui sont quand même plutôt rapides. Nous allons terminer cette introduction par un brief rappel sur les grands principes de la clean architecture. Donc je pense notamment à la notion de corps, qui est exclusivement développée dans le langage, la technologie choisie, donc par exemple du Java, du PHP, du Scala, du TypeScript, etc. Dans ce cœur, nous retrouvons des entités métiers, propres au domaine, des use cases, des règles métiers, des cas d'utilisation, toujours propres au domaine, afin que le monde extérieur vienne interagir avec ce cœur. Nous retrouvons des ports, ici, que j'avais nommé contrat dans mon article. En parlant de monde extérieur, nous allons retrouver en notion clean architecture ce qu'on appelle des adapters. Ces adapters viennent implémenter un corps, répondre à un contrat. Si on utilise la métaphore, on va dire que chaque adapteur est un peu la prise mâle, l'implémentation de notre contrat et qui vient se clipser dessus, littéralement. Autour de tout ça, nous retrouvons des notions de configuration. Je vous retrouve pour la suite afin de vous montrer comment j'implémente dans la vie réelle la clean architecture. A tout de suite sur IntelliJ. Alors nous allons faire notre projet en TDD. Du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est regrouper tous mes tests dans un répertoire à la racine que je nomme en général test. Donc c'est pour ça que je commence comme ça. Ensuite, notre premier cas d'usage, c'est la récupération de Pokémon. Je vous propose de nommer ça Pokémon Fetching pour le nom du fichier. Ensuite, on va regrouper tous nos tests déjà autour d'une test suite qu'on va nommer Pokémon Handler Fetches. Pourquoi? Parce que globalement, ça veut dire que notre manipulateur de Pokémon, notre gestionnaire de Pokémon, il peut récupérer des Pokémon. Voilà. Et donc, moi je choisis comme premier cas, qui va me permettre de construire un peu toute l'architecture, et ben notre manipulateur, il va récupérer une liste avec 0 Pokémon. Et ben si il y a 0 Pokémon dans notre source. There is no Pokémon in the source. Petite particularité, nous allons travailler dans un monde asynchrone, du coup nous avons besoin du callback done pour indiquer que l'appel asynchrone est fini. Donc là, nous allons développer notre test comme nous n'avons pas de code de production avec ce qu'on appelle programmer avec du wishful thinking, c'est-à-dire
comme on souhaiterait que notre code de prod apparaisse, soit écrit. Donc là, en l'occurrence, moi, je souhaite avoir un Pokémon Handler. Pourquoi Pokémon Handler? C'est notre manipulateur et lui, il a une particularité, c'est que c'est notre premier use case, qui se trouve au centre de la clean architecture. Donc, le use case ici, c'est je souhaite manipuler, gérer des Pokémon. Donc, ce use case là, donc toujours en wishful thinking, c'est-à-dire j'écris comme je souhaite que le code soit final soit écrit. Donc en l'occurrence, moi je voudrais avoir une méthode all qui va retourner un observable. Donc je vous laisse regarder la doc du RxJS pourquoi je subscribe ici. En fait, j'écoute l'observable et les réponses qu'il me donne. Et dans la réponse qu'il va me donner, je souhaite que Pokémon soit égal à un tableau vide. Et donne pour indiquer au test que c'est fini. Donc là, j'ai écrit mon test, je lance tout de suite. On peut le voir en bas. Donc là, il va me dire évidemment que Pokémon Handler n'est pas défini. Et bien là, je vais définir avec le minimum de code. Comme nous avons dit, Pokémon Handler fait partie du domaine, du corps de la clean architecture et il va dans un dossier que je vais appeler directement use case. Petite particularité, enfin pas une particularité, moi ce que j'aime bien faire, c'est regrouper tout ce qui a le même, enfin concerne la même chose ensemble. En l'occurrence, c'est pour ça que j'ai regroupé ça je vais regrouper tout mon code concernant les Pokémon dans un répertoire Pokémon. Là, je crée ma classe Pokémon Handler et c'est tout, je m'arrête là. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'IDE va m'aider dans la construction de mon code. Là, on voit que la méthode all, elle est soulignée en rouge, et là, je peux la créer directement. Il faut juste un peu la compléter. Car nous avons dit qu'on voulait retourner un observable. Pour le moment, nous ne connaissons pas le type. On va le typer avec any. Et afin de répondre au test, le minimum de code dont nous avons besoin dans ce cas, c'est juste return off. Donc off est un observable, un tableau vide. On apporte off, évidemment, et d'un tableau vide. Donc là, on voit qu'on n'a plus de rouge. Du coup, on va relancer le test. Là, on voit bien que c'est le test qui me force à écrire du code, pas l'inverse. Là, tout est vert, je peux continuer. Là, on voit que dans mon test, il y a in the source, mais je n'ai pas de source de données. Eh bien, on va compléter ce test par la création d'une source de données. Donc, Pokémon source, qui va être de type, attention, Pokémon loader. On va voir tout de suite après ce que c'est. Et ça va être un nouvel objet de la classe in-memory Pokémon loader. On va voir également tout de suite après ce que c'est cette chose. Et ça va être notre source de notre manipulateur de Pokémon. Pokémon loader, qu'est-ce que c'est? Si on retourne sur le schéma, c'est un port qui se trouve également dans le domaine. Et ce port va permettre de découpler l'intérieur de notre domaine à l'extérieur. Il va découpler quoi là maintenant? In-memory. Et in-memory, donc c'est une source extérieure à notre domaine. Pokémon Loader étant dans le domaine, moi, par habitude, je place ça dans un répertoire domaine slash et le type du port. Donc en l'occurrence, un loader. Pourquoi ici loader? Notre projet, nous récupérons uniquement des Pokémon, pas plus. Un port, son implémentation, c'est une interface en code.
Si je souhaite faire le parallèle avec l'article port, j'ai appelé ça un contrat. Donc une interface Pokémon Loader. Et pour le moment, on connaît qu'une méthode à notre contrat, c'est-à-dire la méthode all, qui nous retourne un observable d'objets que nous ne connaissons pas pour le moment. Là, j'importe. Maintenant, je vais créer mon adapteur. Pareil, par habitude, moi, ce que je fais, c'est que je crée un dossier adapteur. Dedans, nous avons deux types d'adapteurs, les primaires et les secondaires. Quand il y a manipulation de données, ça tombe dans les secondaires. Et là, j'indique que je travaille sur des données en mémoire. Je vais placer ça sous un répertoire in-memory. Je crée ma classe correspondant. Et là, ma classe, c'est une source de données. Elle va être une source de données. Donc nous allons voir un peu après comment elle devient une source de données. Là, important, nous avons dit que les adapteurs respectaient des contrats, donc implémentent des interfaces. Et là, en l'occurrence, implémente notre Pokémon Loader. IntelliJ nous dit qu'il manque des choses. Effectivement, il nous manque l'implémentation de notre méthode all. Là, on se laisse un peu guider par le navigateur l'IDE. Là, dernier point rouge à régler, c'est ici. Dans notre handler, on va dire au constructeur qui prend en paramètre une source de données de type Pokémon Loader. Et lui, il ne sait absolument pas ce qu'il y a derrière. Il est découplé grâce à cette interface. On voit ici que notre source n'est pas utilisée, et bien on va l'utiliser. Dans notre méthode all, on va appeler la méthode all de la source. Hein? Là, on voit qu'il n'y a plus d'erreur. Du coup, on relance les tests. Voilà, donc il nous dit qu'il y a un problème sur le subscribe. Effectivement, dans notre source de données, si vous vous souvenez bien, nous avons laissé undefined. Et bien là, on va juste reporter ce qu'on avait mis dans notre méthode all. Donc off, j'ai un peu du mal, mais off d'un tableau vide. Vous vous rappelez, off retourne créer un observable avec la donnée qu'on lui passe en paramètre. Donc là, on relance les tests pour vérifier que ce qu'on a fait fonctionne. Tout passe. Enfin, le test passe. Nous en créons un nouveau. Cette fois-ci, on veut récupérer un Pokémon dans notre liste. Donc, release with one Pokémon if there is one Pokémon in the source. Le reste ne change pas, sauf que là, maintenant, on va essayer de peupler notre source. En l'occurrence, on va créer un Pokémon, Pikachu, à tout hasard, qui sera de type Pokémon. New Pokémon. Et par défaut, on va lui donner un nom, Pikachu. Voilà. On termine de compléter notre test. On va vouloir populer notre source par un tableau de Pokémon, donc un Pikachu, et on veut que ce Pikachu, on le retrouve par la suite. Voilà, on lance notre test. On va voir qu'il est rouge, forcément. Nous n'avons pas implémenté certaines choses. Alors, déjà, Pokémon. Pokémon, chez nous, c'est une entité qui se trouve également dans notre corps, notre domaine. Les entités, par habitude, je les mets dans domaine/entities. Là, je crée mon entité Pokémon, qui ne va pas contenir beaucoup de choses pour le moment.
Donc en l'occurrence, un constructeur avec le nom du Pokémon en paramètre, qui est un string. Je ne vais pas plus loin. Là, je fais les apports qui vont bien. Là, je vois que le constructeur in-memory, il va falloir que je le définisse un peu mieux. En l'occurrence, moi maintenant, je prends en entrée une source de données, enfin un tableau de Pokémon, qui va pouvoir un peu populer ma source de données. Je vois que ici, Pokémon n'est pas utilisé. Du coup, je vais venir peupler un observable qui va me permettre de manipuler en fait des Pokémon. Au parallèle, j'avais lancé les tests pour un peu voir ce qui se passait parce qu'on n'avait plus de rouge de l'autre côté. On avait tout implémenté. Là, on voit bien que dans les tests, on attend un Pikachu et on a un tableau vide. Là, on va créer notre observable avec qui sera un observable avec un tableau de Pokémon à l'intérieur. Donc, idem ici, je vous laisse consulter la documentation. Pourquoi j'utilise un subject et un behavior subject. En l'occurrence, behavior subject me permet de mettre par défaut la valeur qui est dans le constructeur. Il prend une valeur par défaut. Ici, on va également utiliser l'observable que l'on vient de créer, juste pour le retourner déjà. Là, on lance les tests. On voit au passage que là, c'est plus rouge, mais là que c'est devenu rouge. On va voir que nos tests vont nous indiquer ça. Voilà, donc on voit que le 1, il est passé, mais pas le 0. Tout simplement parce que ici, notre source de données, on peut lui mettre un tableau vide. Il y a deux façons de faire. On peut faire ça ou mettre par défaut un tableau vide dans le paramètre du constructeur. Ici, moi, je fais le choix de passer un tableau vide afin d'être un peu plus clair dans mes tests. Mais c'est un choix totalement arbitraire et personnel. Au même titre que pour populer, il y a d'autres méthodes. Moi, j'aime plutôt bien celle-là. Ensuite, afin de s'assurer de tout, on va essayer de récupérer deux Pokémon depuis la source. There are two Pokémon in the source. Là, on va en créer un nouveau, un Salamèche, par exemple. Salamèche. On modifie notre test en conséquence et on le lance. Donc là, tout passe. Parfait. Ensuite, on peut voir qu'au début de chaque hit, chaque test, il y a a list with. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire un léger refactoring, c'est de regrouper ça dans un describe. On va mettre a list. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a une petite redondance sur le a list. Et moi, ce que je veux, c'est qu'au final, mes tests racontent une histoire. Et là, c'était plutôt la bonne occasion de regrouper ça sous un describe commun, a list. Du coup, là, je vais les enlever. J'ai un peu du mal sur mon raccourci IntelliJ pour sélectionner tous les listes. Voilà. Là, je remplace juste avec with. J'ai pas pris volontairement le with parce que ça, dans mon cas, ça ne représente pas forcément une entité métier, pas une liste. Voilà. Ensuite, je continue le refactoring de mon test. Je constate que j'ai plusieurs fois Pikachu. Du coup, on va le sortir. Alors, chose importante, il faut prendre autant soin de son code de test
que son code de prod. Donc si on peut refactorer du test ou l'améliorer, eh ben on le fait. En l'occurrence, il y a une méthode qui est commun à, en général, tous les tests, toutes les frameworks de test, c'est le before each. C'est-à-dire, tu me fais ça à chaque fois avant chaque test. En l'occurrence, moi, ce que je veux faire à chaque fois, c'est créer un nouveau Pokémon Pikachu, parce qu'il était commun. Là, je répare la petite erreur d'orthographe, ce qui me permet de l'enlever partout. Là, je continue un tout petit peu mon refactoring. Je constate que ces deux lignes-là sont vraiment communes avec les deux autres tests, à la différence près que la source de données change. Moi, ce que je vous propose, c'est de refactorer encore ça. Juste avant ça, c'est que je m'assure que mon précédent refactoring ne fait pas péter les tests. Important. Après, à chaque refactoring, l'idée, c'est de ne pas oublier de lancer les tests pour voir si nous avons rien cassé. Donc là, moi, je pars sur la création d'une fonction. Donc, create Pokémon handler. Mais là, je me dis, ça serait pas mal d'utiliser peut-être le raccourci IntelliJ afin de faire ceinture et bretelle et de ne pas oublier des choses. Là, il me propose donc de pouvoir l'extraire. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a create Pokémon handler, parce que je veux créer un Pokémon handler. Voilà. Il me l'a créé un peu plus haut, voilà. Par convention, moi j'aime bien mettre ce genre de fonction à la fin, pour pas venir polluer le haut du test. Là, je refactor un tout petit peu ce qu'il m'a fait. Voilà, je simplifie. Je lance tout de suite mon test pour voir si ce que j'ai fait n'a pas tout cassé. Au passage, on peut voir qu'il n'a pas passé Pikachu en paramètre parce qu'il est en paramètre générique. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment passer la source de données, la vraie source. Du coup, je vais venir un peu changer ce qu'IntelliJ m'a créé pour passer une vraie source de données qui va venir populer mon in-memory. Donc, je vais appeler ça Pokémon Population. Et c'est un tableau de Pokémon. Voilà, ça me permet d'être un peu plus explicite et de voir qu'on passe vraiment deux Pokémon et pas avoir la constante qui est prise de Pikachu. Donc là, on relance les tests. Là, je vois que tout est vert, et ben du coup, je m'empresse de refactorer les autres tests. Donc ça nous permet d'avoir du code un peu plus propre et un peu plus lisible. Et surtout, éviter les duplications. Voilà. Maintenant, on va faire la récupération du détail d'un Pokémon. Donc, hit a detail of one Pokémon. Donc, si je fais la phrase complète, si vous vous rappelez ce qui est juste au-dessus, donc Pokémon handler fetches, du coup, a detail of one Pokémon. Là, je fais un petit copier-coller pour récupérer un peu le code en haut et je l'adapte. Donc là, maintenant, je voudrais avoir une méthode get qui prend en paramètre le number du Pokémon, en l'occurrence 2, et ça va juste me renvoyer un observable avec juste un Pokémon à l'intérieur. Donc en l'occurrence, moi je veux que ce soit un Salamèche.
Et là, j'avais juste fait un petit oubli, je suis bien en asynchrone. Et du coup, il me faut le done. Voilà. Je lance les tests. Je vais avoir certainement ce test-là en rouge, parce qu'il me manque le get avec le number. Donc voilà, c'est ce qu'il me dit. Donc là, on va prendre une TJ et se laisser guider. Get, le nom du paramètre, ça va être un string. Et en l'occurrence, ça va nous retourner un observable avec juste un Pokémon à l'intérieur. Return. Et là, comme la partie précédente, on va se servir de notre source de données. Get le number. Là, pareil, on continue à se laisser guider. On va créer notre get dans notre contrat, dans notre interface. Observable, on complète ce qu'a créé IntelliJ. Hein. Et maintenant, on va venir implémenter ça dans notre source de données. C'est parti. Get, là il y a tout bien créé. Et là, on va venir remplacer l'undefined par l'implémentation réelle. En l'occurrence, c'est notre observable de Pokémon. Pipe, c'est un nouvel opérateur qui permet de chaîner les opérateurs qui sont à l'intérieur. C'est un nouveau mode de chaînage. En l'occurrence, je vais parcourir tous mes Pokémon et je vais aller trouver le Pokémon qui est pour number, le number que je lui ai passé. Et je prends le premier élément du tableau. Je fais l'import du map. Voilà. Et là, je remarque que number il ne connaît pas. Forcément, qu'on va aller le créer dans le Pokémon. Donc à la suite du name. Là, toujours pareil, hein, je suis contraint d'écrire ça. Je ne peux pas faire autrement si je veux répondre au test. Donc là, il est toujours rouge, évidemment c'est du privé, donc je fais mon getter. Donc là, je fais uniquement le getter parce que je n'ai pas besoin de setter. C'est via le constructeur. Donc là, number est passé, il connaît. Le compilateur est passé partout, sauf ici. Normal, parce que maintenant, le constructeur, il y a un nouveau paramètre, number. Je corrige là où il faut corriger. Hop, voilà. Donc là, j'ai plus d'erreur, donc je relance mon test. On va voir que le test va passer. Ah, tiens, au passage, c'est bientôt la fête des mères, demain. Voilà, donc tous mes tests sont verts. C'est parfait. Par contre, là, notre objet Pokémon, bah, il n'y a pas grand-chose. Hein, un Pokémon, ça se résume pas à un nom et un number. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'aller voir, d'aller créer de nouveaux champs qui nous intéressent. Vos properties. En l'occurrence, il nous faut le number, le name, une description. Il va nous falloir également un poids, une taille, voilà, et un dernier attribut, un avatar, pour avoir la photo. Donc là, tout est rouge. Je vais aller implémenter tout ça dans Pokémon. Pareil, là, on est forcé à le faire. Hein. Donc là, on va rajouter les champs. Par convention, on repasse number en premier, c'est un peu plus cohérent. Name, on va créer le getter du name, vu qu'on a déjà
cet attribut dans le constructeur, s'empresser de le créer, voilà. Et on va déclarer les futurs attributs. Donc description, poids, taille et avatar. En aparté, pourquoi je fais que des getters? Je n'ai pas besoin de setter mes entités. Mes entités, ça doit être des value objects et elles doivent être immuables quand on les crée. Une fois qu'elles sont créées, elles ne doivent plus bouger. On doit juste pouvoir récupérer des données dedans, pas les setter. Voilà. C'est pour ça que moi, je prends ce parti pris de ne faire que des getters. Voilà, donc là j'ai tous les getters de mon Pokémon. Maintenant, comme mon Pokémon a changé, tous mes new Pokémon explosent, forcément. Là, ce que je vous propose, c'est d'utiliser un design pattern, qui est le design pattern du builder, parce que j'ai pas besoin de faire un new Pokémon avec tous ses attributs. Ou alors, là, il y a beaucoup d'attributs, du coup, ça ne va pas être très clair. Moi, je vais utiliser ce design pattern-là pour pouvoir chaîner la définition des attributs. Comment ça se passe? En propriété de ce builder, il va avoir les mêmes que le Pokémon, forcément. Donc là, je les clean juste en enlevant le underscore qui indique que c'est les propriétés privées. Là, elles sont privées, mais elles sont pas différenciantes comme dans le Pokémon. Parce que dans le Pokémon, elles étaient différenciantes parce que je peux mettre en TypeScript juste get pour indiquer que c'est des getters. Cette particularité du langage. Et là, le builder, on va prendre un petit raccourci, on va faire des sets, mais ça sera des sets, mais à la façon builder. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir le mot-clé set, on va avoir le mot-clé, c'est pas vraiment un mot-clé, mais c'est la convention with. With telle propriété qui aura telle valeur. Là, on va voir que je renomme avec un with avec la majuscule. Et chaque with sont chaînables. Du coup, comme ils sont chaînables, ils doivent tous, sans exception, retourner un objet builder. Comme ça, ça me permet de les chaîner. Voilà. Donc là, je précise qu'il retourne un Pokémon builder. Et donc, pour respecter cette condition, il va falloir que je return lui-même, en fait. Du coup, je vais avoir un joli return this pour chacun des with. Voilà. Ça, je perds pas les valeurs précédentes, en fait. Et pour terminer, il va falloir une méthode build qui me retourne le Pokémon que j'ai construit. Et lui, il connaît le constructeur du Pokémon. Et je vais pouvoir mettre les attributs dans le bon sens. Passer par un builder, ça me permet aussi de setter, on va dire setter dans cette partie du code, avec les attributs dans le sens que je veux, vu que je peux les chaîner. Et que la méthode build va construire un Pokémon qui va appeler le constructeur du Pokémon avec les attributs dans le bon sens. Ça, je n'ai pas à me soucier de ça du coup. Voilà. Et là, comment on va l'utiliser? On va faire New Pokémon Builder. Et voilà, Pokémon Builder. Et là, je vais pouvoir chaîner mes with. Mais encore une fois, ici, il y a pas mal de choses qui me sont pas utiles. Par exemple, with avatar, j'ai pas envie de le définir à chaque fois. Par contre, il me le faut pour pouvoir créer un Pokémon. Autrement, il va me mettre des valeurs un peu bizarres. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de créer un stub de ce Pokémon Builder. Qu'est-ce que c'est un stub? Ça va être juste
eh ben, je vais venir bouchonner en fait les valeurs qui m'intéressent. Ça vient naturellement au niveau du répertoire de test, où je vais créer une classe stub Pokémon et c'est un builder. Je me bagarre un petit peu, donc point builder. Et là, cette classe, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, classe stub Pokémon builder, et elle va venir étendre le Pokémon builder pour garder justement, pour faire de la notion d'héritage en objet, pour venir garder tout ce qui est with.build. Par contre, là, ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est override ses propriétés par défaut. Alors, du coup, je vais devoir les passer en protected pour que les enfants en héritent et puissent les manipuler. Donc là. Et surtout protected pour qu'elles ne soient pas accessibles depuis l'extérieur. C'est mes with qui doivent y accéder. Et là, je vais attribuer des valeurs par défaut. Mais vraiment par défaut, comme je le souhaite. Là, pour le number, je vais mettre 1. Le nom Pikachu, une description, je mets lorem ipsum of Pikachu. Un poids, c'est un nombre. Un poids, voilà, 6 grammes. Une taille que je mets arbitrairement, voilà, 1 mètre. Et un avatar. Toujours arbitraire. Parce que dans mes tests, ce n'est pas important. Du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser ce stub. En l'occurrence, je veux juste changer le nom, Pikachu, et je fais .build. Et là, j'ai un Pokémon avec juste le nom Pikachu et tous les autres paramètres avec les valeurs par défaut. Là, en l'occurrence, moi je veux un Salamèche. Je vais venir surcharger son number, même si ici, dans ce cas-là, c'était pas forcément utile. Mais au moins, je garde une cohérence avec le get que je viens remplacer juste après. Voilà, c'est juste pour garder une cohérence ici, mais j'aurais pu ne pas utiliser withNumber. Je relance les tests pour voir si tout est bon. Et là, tout est bon, bah parfait. On regarde s'il y a encore un peu de refactoring. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'expect. Moi, je vous propose de sortir ça dans une fonction que je vais appeler verify one Pokémon. Je l'appelle juste au bon endroit. Verify one Pokémon. Je déplace ma fonction pour qu'elle soit en dessous, pour pas polluer mes tests. Là, je l'arrange un peu, parce que NTJ ne m'a pas tout fait malheureusement ici. Pokémon, c'est un Pokémon. Salamèche, c'est pas un Salamèche, mais c'est bien un expected. Je vais appeler ça expected Pokémon. Et par contre, il est bien du type Pokémon. Là, ça me permet d'avoir qu'une seule ligne. Là, on continue. On refactor. On voit que on peut améliorer un peu notre test sur le tableau. Donc, je vous propose de sortir ça. Donc, bon, par exemple, verify list of Pokémons. Là, je sors cet expect là. Je mets ma fonction au bon endroit, donc toujours en dessous. Par contre, là, je ne vais pas trop en dessous. Je la garde dans le describe de la liste pour que ça ait un peu de cohérence. Je réarrange la signature de ma fonction. Donc, en l'occurrence, Pokémon, c'est un tableau de Pokémon.
Là, c'est pas un Salamèche, c'est bien un Expected Pokémons. Et le type Pokémon, un tableau de Pokémon. Donc je continue. En dessous, le to equal va changer. Voilà, expect Pokémon, c'est un peu le même principe que pour la création du Pokémon Handler. Je souhaite ici vraiment être explicite dans ce que j'attends. C'est-à-dire que je veux voir bien que j'attends un tableau avec un Pikachu et un Salamèche. Là, je lance les tests pour vérifier les refactoring. Donc là, pour le coup, cette méthode n'a juste déporté qu'un seul expect. Bon, cela dit, on va voir pourquoi, et je remplace l'expect du haut par la fonction que je viens de créer. Voilà, je lance toujours le test, parce que ça va me permettre justement d'être un peu plus précis dans ce que je veux tester. En l'occurrence, je vais peut-être vouloir tester que les deux tableaux ont une longueur identique. Voilà. Et ensuite, je vais pouvoir vérifier chaque élément du tableau via, comme je viens de le montrer, la fonction que je viens de créer pour vérifier un Pokémon. Bon, pour faire ça, on va parcourir le tableau de Pokémon attendu avec un for each. Donc, voilà. Et en fait, je vais jouer avec l'index, comme les Pokémon doivent être au même endroit, avec l'index du for each pour vérifier si son homologue que je viens de créer correspond bien. Verify one Pokémon, Pokémon avec un S, l'index courant, et je viens voir si c'est bien les deux mêmes. Là, c'est plutôt expected Pokémon. Et là, le refacto, il nous permet de mutualiser ces deux lignes sur les deux tests du dessus. Voilà, j'ai lancé les tests pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et tout fonctionne correctement. On peut remarquer, là j'agrandis un peu la fenêtre, mais on peut remarquer que mes tests, ils font ce que j'attendais, c'est-à-dire qu'ils racontent une histoire. Pokémon Handler fetches a list with 0 Pokémon if there are no Pokémon in the source. Au passage, là, je reviens un peu en arrière pour enlever le petit Eni qui traînait, qu'on avait un peu oublié, mais qui faisait un peu pas très propre. Surtout que maintenant, on connaît le type. Là, le type Pokémon. On enlève tous les Eni. Ah, on relance toujours encore une fois les tests. Donc là, on peut vérifier, on peut voir que maintenant, sans avoir ouvert une seule fois le navigateur, c'est qu'on est capable de récupérer une liste de Pokémon et le détail d'un Pokémon, sans ouvrir le navigateur ni la console. Je trouve ça assez joli. Maintenant, on va venir afficher cette liste. Nous sommes dans un monde Angular et tout ce qui est affichage de données vient dans les adapteurs, donc dans le même dossier que précédemment, mais cette fois-ci, c'est des adapteurs primaires, primaries. Voilà, je copie-colle ce que j'avais préparé, parce que l'idée, c'était pas de vous montrer comment je crée du code Angular, mais plutôt comment je viens afficher maintenant mes données. Donc, j'ai un module avec une route. La route, c'est comme on l'a vu au tout début, ça fait partie de la configuration de notre partie Pokémon. C'est pour ça que je crée un répertoire configuration où je viens y glisser les routes. Pareil, je termine de configurer la plateforme Angular. Donc, en l'occurrence, je rajoute une route Pokémon et j'importe le module adéquat. Donc, ça ne sert pas à grand chose de commenter ici, mais c'est de la configuration Angular. Maintenant, je vais juste exposer un peu ce qui se passe. Donc, on a un Pokémon Details,
Voilà, component vide, un Pokémon juste avec les items qui prend un input et un component plus conteneur qui permet de gérer le listing. Donc là, l'idée, ça va être juste de faire afficher Pokédex pour voir si tous mes imports ont correctement fonctionné. Donc là, c'est ce que j'attends. Là, il y a peut-être eu un petit build de Webpack intempestif qui est passé, mais c'est ce que j'attends à la fin. On va voir si le nouveau build affiche bien ça. Ne vous inquiétez pas, je ne sais pas pourquoi il m'affiche des erreurs à côté. Il a dû péter un câble au moment là. Voilà, rien de très très grave. Donc là, il a quasiment fini de builder la nouvelle source. Voilà. Donc là, on a bien le Pokédex. Donc là, moi, je vais vous proposer de venir afficher les Pokémon grâce au listing. Donc là, pour faire ça en Angular, nous avons une entrée qui s'appelle des providers. C'est une des raisons de pourquoi j'ai choisi Angular, c'est parce que au niveau de l'injection de dépendance, c'est assez verbeux. Donc, on définit notre provider avec un nom et on va utiliser ce qu'ils appellent une use factory afin de dire ce qu'on injecte dans ce provider-là. En l'occurrence, moi, ce que je veux injecter dans le provider Pokémon Handler, c'est un nouveau Pokémon Handler avec, en l'occurrence, la seule source de données qu'on a, c'est-à-dire une source de données en mémoire. Vraiment un tableau vide. Et on va venir, comme dans les tests, mais vraiment comme dans les tests, peupler ce tableau avec des Pokémon. Donc, en l'occurrence, pas encore le fameux Pikachu. Et cette fois-ci, on va utiliser notre Pokémon Builder. Et vous allez voir que du coup, ça nous permet de voir assez facilement quel attribut on affecte. On voit bien que c'est l'attribut number. On va lui mettre le numéro 25. Le nom. Et ça, on peut le faire dans le sens que l'on veut, vu qu'on set des propriétés propres builder qui sont par la suite utilisées dans le bon ordre pour créer un Pokémon. Donc là, nous, on peut aller un peu dans le sens que l'on veut. Voilà, je lui mets une description, une taille, un poids. Là, il va faire, je sais pas, 7 grammes, voilà, pour 1,3 m. Et un avatar. Donc là, je m'embête pas, j'utilise un placeholder d'image qui me permet d'afficher une image avec la taille prédéfinie dedans. Voilà. Ça m'évite de gérer des fausses images dans ma codebase. Et enfin, je build. Le seul inconvénient de ce placeholder, c'est qu'il nous faut Internet. Ça tape sur une URL Internet. Donc là, un petit copier-coller. Et maintenant, je crée un Salamèche. Salamèche, avec un nom Salamèche. Je modifie 2-3 infos afin de bien les distinguer sur la partie vue quand on va les afficher. Voilà, lui il est un peu plus grand et un peu plus gros, beaucoup plus gros même. Et je viens populer ma source de données avec le Pikachu et le Salamèche. Je lance le Webpack. On voit bien, on regarde si rien n'est cassé. Là, rien n'est cassé a priori. Aucune donnée n'est encore affichée, vu qu'on n'a pas encore de code dans notre composant, forcément. Donc on va venir récupérer ce qui a été injecté. Alors, encore une fois, Angular assez verbeux. On va venir injecter dans le composant notre provider. Donc inject est le nom du provider, Pokémon Handler en l'occurrence. Donc
ça va venir être injecté dans une propriété Pokémon Handler de type Pokémon Handler. Voilà, jusque-là, rien de fantastique. On peuplera notre component sur la méthode onInit. C'est juste une habitude que j'ai. Et on voit ici que mon template est préparé avec un observable Pokémon List. Je ne sais plus si je l'ai dit précédemment, mais par convention, les variables d'observable terminent par $. Voilà, c'est juste par convention. Angular travaillant vachement bien avec les observables, je vais pouvoir traiter directement l'observable que je renvoie. Donc c'est pour ça que mon Pokémon List est un observable de Pokémon, enfin, avec un tableau de Pokémon. Et là, je viens juste affecter à cet observable le résultat du haul du Pokémon Handler. Regarde, tout compile correctement. Je vais aller vérifier ce que le rendu sur mon navigateur. Là, bon, j'ai un petit problème. En fait, j'avais juste oublié de décommenter le listing. Rien de méchant. Au passage, dans le listing, j'importe, enfin, j'utilise le import, enfin le input du listing item pour afficher. Voilà, donc du coup, j'ai bien affiché ma liste de Pokémon. Maintenant, je vais m'attaquer aux détails. Même combat, je me retourne dans le component. Là, c'est quasiment le même code. Donc, je vais aller faire un copier-coller et un copier-coller intelligent. C'est-à-dire que là, je remets le implement onInit. Là, je vais venir voir, voilà, j'utilise une variable Pokémon. On va venir modifier ici. Là, en l'occurrence, c'est plus un tableau de Pokémon, mais c'est juste un Pokémon. Et là, on va venir utiliser la méthode get qu'on a préparée. Le number, je viens le récupérer de la route. Angular nous propose voilà, une classe ActivityRoute pour manipuler la route, les URL en fait. Là, on vient récupérer le paramètre get, enfin via get le paramètre number. Là, je le sors pas de nulle part, hein. Je le sors, je l'ai défini dans la route, juste ici. Là, entre-temps, il a compilé. Et là, on va venir vérifier que nous avons bien accès aux détails. Et au CSS près, nous avons bien accès aux détails du Pikachu, du Pokémon, avec ses bonnes valeurs. Numéro 25. Salamèche, numéro 4, avec ses valeurs. À ce moment-là, moi j'ai fini mon mode standalone. Donc là, je peux rajouter un Pokémon si je veux pour agrémenter un peu le Pokédex. Mais à ce niveau-là, je peux dire à mon métier, tu peux resetter au moins à minima le comportement. Si toutes les données vont bien là où tu pensais qu'elles devaient être, rajouter des Pokémon dans ma source de données par exemple, et manipuler ce mode un peu selon les contraintes même du métier. Et je lui fournis ça afin qu'il puisse faire on va dire une pré-recette et voir si c'est ce qu'il attendait. Donc j'ai fini pour cette vidéo tout ce qui était implémentation au niveau du code. Comme on va pouvoir le voir, nous avons bien le Mewtwo que j'ai rajouté pendant que je parlais avec toutes ces informations. Donc nous avons bien un libre d'accès sur les données que l'on maîtrise. Cette première vidéo touche à sa fin. Nous allons revenir sur l'article afin de vérifier que les points que je voulais démontrer en introduction
j'ai bien réussi à les démontrer. Donc je pensais notamment à la dépendance à une partie tierce quand je développe. Donc là, on a bien vu que j'ai réussi à faire toute une version de mon Pokédex sans être dépendant d'une API, d'une base de données, euh, d'une source de données dont je n'avais pas la maîtrise. Car c'est moi qui ai créé ma propre source de données. J'avais identifié également la notion de feedback rapide, donc effectivement, comme je l'ai énoncé à la fin de l'implémentation, c'est la version que nous avons là, un mode on va dire standalone qui est autonome, peut à mon sens être montré au métier afin qu'ils puissent exécuter une première passe sur leur recette, afin de voir si les données sont au bon endroit, si l'interaction sur l'écran leur plaise, s'ils pensaient à ça, s'ils ont éventuellement des premiers retours à faire, des premières modifications, des choses qu'ils trouvent bien, etc. Donc j'obtiens vraiment des feedbacks plutôt rapides. Là, on a vu que notre mode standalone, au final, ça ne nous a pas pris beaucoup de temps à le créer. Surtout que on le crée via les tests, en premier lieu. Enfin, on retourne sur nos tests. Donc nos tests, si on va les revoir ici, nous n'en avons pas beaucoup, on en a 4 pour le moment, qui ont été exécutés en 55 millisecondes, ce qui est plutôt rapide, et mon code est donc, on va dire, automatiquement testable, d'une part parce que je commence par l'écrire avec les tests qui me forcent à écrire le code, mais via les concepts de la clean architecture où le découplage, l'inversion de dépendance, le D de solide, est au centre des principes. Enfin, le dernier point que je voulais aborder pour cette conclusion, notamment celui que je voulais vraiment mettre en avant, c'est cette partie de mon article où j'indique que ce découplage intelligent permet de repousser des décisions d'architecture. Effectivement, là on voit bien que, n'étant pas encore connecté à aucune source de données autre que la mienne, je peux encore décider quelle source de données je pourrais avoir pour avoir des vraies données. La prochaine vidéo s'axera notamment sur notre capacité à intervertir des sources de données facilement, continuer un peu sur les aspects du code et de la testabilité de celui-ci, un peu sur les feedbacks et des débuts de notions de changement de framework. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire à la vidéo si elle vous a plu, à mettre des points d'amélioration si vous en voyez. Et je vous remercie et vous dis à bientôt pour la suite de cette série.